Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading, mais dans ces vidéos, nous parlons de l'immobilier. C'est le sujet qui intéresse tout le monde, c'est la pierre, c'est ce que nous aime en France. Et donc là, c'est la deuxième vidéo. Je vous invite, avant de regarder celle-ci, de regarder la vidéo précédente parce que nous avons répondu à la question, une des questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes dans une bulle immobilière? Et là, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans une bulle immobilière. Et dans cette vidéo, je vais vous répondre à une autre question. C'est est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier? Évidemment, pour répondre à cette question, j'aurai besoin de me projeter, de faire une petite analyse en perspective de qu'est-ce qui peut se passer sur le marché immobilier en France. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous savons déjà que, selon moi, en tout cas, selon Pavel Carpan, selon Mind de Cash, nous ne sommes pas dans une bulle immobilière. Mais en tout cas, on voit que les prix montent. Donc, les prix montent, on ne peut plus acheter, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut, si vous avez l'immobilier, vous vous posez la question, est-ce que ce n'est pas le moment de vendre? Si vous n'avez pas l'immobilier, ou bien vous l'avez, ou vous voulez investir plus, vous dites que est-ce que c'est probablement le moment d'acheter parce que les prix ne cessent pas de monter. Déjà, la première chose que je vous dis, toujours, parce que j'investis dans l'immobilier depuis mes 23 ans, donc ça fait des années que j'investissais dans l'immobilier. Je pense que quand vous investissez, pensez toujours à votre cash flow. Donc, ça veut dire que votre loyer doit être supérieur à tous les frais que vous payez, y compris l'échéance du prêt. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première règle. Pourquoi c'est important? Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que si votre cash flow est positif, dans ce cas-là, vous vous en foutez complètement si les prix montent ou si les prix baissent. Donc après, effectivement, vous avez une petite exposition sur les montants de loyer parce que si les loyers baissent, dans ce cas-là, effectivement, ça peut quelque part diminuer votre chiffre d'affaires. Mais en tout cas, ça n'arrive très rarement que les loyers baissent pour être honnête. Voilà, en tout cas, voilà. Donc pensez déjà d'abord, si vous comptez d'investir prochainement dans l'immobilier, pensez toujours au cash flow positif. Ne laissez pas vraiment les dettes, les déficits tous les mois. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vais vous donner au début de cette vidéo. Maintenant, par rapport au prix, par rapport aux tendances, par rapport à ce que je pense qui va se passer. Aujourd'hui, c'est vrai que ça monte. Ça me dérange parce que moi, je cherche aussi quelque chose à acheter. Et ça me casse les pieds, cette histoire-là, parce que déjà, il n'y a pas assez d'offres. En fait, on a du mal à trouver des gens qui correspondent à nos critères. Et dès qu'on les trouve, forcément, on a envie de sauter dessus parce qu'on a peur que ce bien va partir. Donc voilà, donc ça, c'est malheureusement la course pour l'immobilier dans laquelle moi-même je participe. Mais c'est la vie, c'est la vie post-Covid parce qu'il y a beaucoup de demandes différées, beaucoup de personnes qui ont reporté leurs projets et maintenant dès que ça rouvre, on commence à vraiment saisir tout ce que le marché nous présente. Maintenant la première question, est-ce que cette hausse sera durable? Je pense qu'à un moment donné, ce marché va se stabiliser. Je ne sais pas quand parce que le marché immobilier, il a comme caractéristique d'avoir beaucoup ce qu'on appelle d'inertie. C'est-à-dire qu'effectivement, dès que le trend est lancé, ce trend peut rester encore pendant une certaine période et pour sortir de ce trend, ça prend plus de temps que par exemple sur le marché financier, en bourse, etc. Donc je pense que quand même, ça peut durer plus qu'on attend. Ça ne va pas se stabiliser d'ici quelques semaines après la réouverture. Et en plus, là, j'enregistre cette vidéo, on est début août 2021, où tout le monde parle de nouvelles vagues, de Covid, etc. Donc il n'est pas exclu qu'on vivra encore des histoires avec cette histoire de coronavirus, donc tout est possible. Mais si je pars du principe que là c'est fini, donc là on se rouvre, on va plus ou moins avancer vers la vie normale, même dans ce scénario très optimiste, je pense que quand même la hausse de prix va durer encore pendant une certaine période de temps avant de se stabiliser. Est-ce qu'elle va continuer à exploser plus loin? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que ça dépend beaucoup de paramètres pour lesquels je n'ai pas des chiffres pour pouvoir estimer. Voilà. Donc, mais à plus long terme, parce qu'évidemment, quand vous investissez dans l'immobilier, c'est généralement des investissements à très long terme. Là, je pense que l'immobilier reste quand même très intéressant. Je déteste le mot actif refuge parce que bon, pour moi, les actifs refuges, ça n'existe pas. Les actifs refuges, c'est en fusil de chasse, les balles et les conserves. Ça n'existe pas en fait. Dans les actifs classiques dans lesquels on peut investir, aujourd'hui, nous n'avons pas des actifs refuges et l'immobilier n'en fait pas partie non plus. Mais en tout cas, l'immobilier, ça nous donne de la visibilité quand même parce que c'est un des rares actifs qui a beaucoup de visibilité à l'avenir. Et donc, même s'il y aura des corrections, même s'il y aura probablement une certaine baisse de prix,
j'ai du mal à voir un scénario catastrophique pour ce classe d'actifs. Une des raisons pourquoi je pense que l'immobilier reste un actif relativement sécurisé, c'est tout simplement parce que la baisse très importante de l'immobilier, je ne parle pas d'une petite correction, elle se traduit très souvent dans une crise financière générale. C'est quelque chose que les États, les banques, le système financier aujourd'hui ne peut pas se permettre. Donc tous les intervenants financiers, les banques centrales et tout ce que vous voulez, tous les régulateurs vont faire tout le nécessaire pour que cette crise immobilière n'arrive pas. Parce qu'évidemment, la montagne de dette qui est présente sur le marché avec des prêts des particuliers, des entreprises, etc. par rapport aux prêts immobiliers, je veux dire bien évidemment, ils représentent une somme colossale et donc du coup personne ne voudra mettre en danger ce marché. Donc on l'a déjà vu en 2008-2009 comment ça se passe, on ne veut pas revivre la même histoire. Donc pour moi c'est le dernier marché qui sera exposé au risque et les régulateurs vont faire tout le nécessaire pour que ce marché reste le plus stable possible. Pour le rester dans une situation stable, cela veut dire qu'il faut laisser les taux bas, parce que les taux bas permettent des gens d'acheter, donc de s'endetter à plus long terme, etc., etc. Pour garder les taux bas, je pense, ça c'est vraiment une hypothèse que je mets en avance, c'est que la France, elle devra abandonner à un moment donné les taux fixes. Parce que les taux fixes, c'est vraiment aujourd'hui, c'est une manne que nous avons, c'est vraiment un cadeau. Et je pense que c'est quelque chose de quoi il faudra profiter. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un immobilier, on paye les taux qui sont proches de zéro. C'est vraiment quand même incroyable. Il y a certains pays au nord de l'Europe où les taux sont déjà négatifs, même les taux pour les crédits immobiliers. J'ai entendu parler qu'au Danemark, c'était le cas. Il y a eu des crédits immobiliers qui ont été proposés au taux négatif. Évidemment, c'est difficile à imaginer on va dire dans la théorie financière comment ça peut être possible, mais aujourd'hui nous vivons, comme je dis, dans le monde inversé, donc tout est possible. Donc ça veut dire que le fait est suivant que toutes les banques centrales, tous les régulateurs vont faire en sorte que vous allez pouvoir continuer à emprunter à taux bas. Donc voilà, et ça, il faut en profiter parce qu'en France, quand vous empruntez au taux fixe, ça veut dire que vous n'êtes pas exposé au risque de la remontée de taux, vous n'êtes pas exposé au risque d'inflation. C'est presque le synonyme, la remontée des taux et l'inflation. Et donc en gros, en investissement de cette façon, vous enlevez une énorme, probablement la plus grosse partie du risque qui existe par exemple dans les pays anglo-saxons. Et je pense que la France finalement, elle devra s'adapter et avancer vers le même modèle qui est utilisé justement aux États-Unis, en Angleterre et notamment en Suisse. Donc en Suisse d'ailleurs, que le pays où j'enregistre cette vidéo, parce que j'ai traversé la frontière en me promenant, et donc là maintenant je suis en Suisse. Je vais vous raconter une histoire qui est pour moi très typique pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer avec le marché à l'avenir. Donc le scénario que moi je vois comme très probable, c'est que justement on va abandonner le taux fixe et on va banaliser les taux in fine. Cela veut dire que les taux où vous ne payez que les intérêts et qu'au bout de l'échéance, au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous allez devoir payer votre capital. Mais aujourd'hui ça existe, mais en France c'est très rare que on fait appel au taux in fine, et en général la banque vous demande d'ouvrir une assurance vie où vous allez mettre la part du capital pour que la banque soit sûre que à l'échéance vous ayez de l'argent sur votre compte pour rembourser ce prêt. Et du coup ça rend le prêt in fine quasiment inutile, donc c'est intéressant dans des très rares cas. Donc, parce que de toute façon, vous devez payer ce capital, sauf que vous le placez sur votre assurance vie. Bon, en gros, voilà, donc ça vous payez quand même le capital. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas parce qu'au bout de 15 ans ou 20 ans, vous pouvez refinancer votre dette. Donc, ça veut dire que votre maison, elle est estimée au prix du marché. Et si le prix du marché l'a remonté, donc pour vous, vous allez même retirer du cash. Et donc, ce système permet de rouler ces prêts quasi infiniment, une espèce de rolling cross génération. Par exemple, vous pouvez continuer de refinancer tout le temps votre maison et ne jamais payer le capital. Et c'est comme ça que ça se passe en Suisse. Et ça crée des conditions de la montée des prix quasi infinie. Vous imaginez pas, par exemple, en Suisse, je vais peut-être choquer certains qui ne connaissent pas la Suisse, c'est que, par exemple, pour acheter un appartement à Genève, ou quasiment n'importe quelle ville en Suisse, un appartement normal, sans des prétentions énormes, juste un appartement de 3 pièces, en équivalent de 3 pièces français, vous allez devoir débourser en minimum 1 million de francs suisses
voire plus. Selon à Genève et à Zurich, ça sera plus. Donc, et ce n'est pas les sommes qui paraissent colossales pour les Suisses. Bon, évidemment, les salaires sont plus élevés en Suisse, mais ça n'explique pas à 100% que le fait que les prix de l'immobilier soient aussi élevés. Tout simplement, les Suisses, quand ils achètent l'immobilier, ils savent qu'ils vont payer que les intérêts et le montant des intérêts mensuels qu'ils doivent payer, il est inférieur au prix de la location. Vous voyez, donc du coup, ça reste assez intéressant parce que finalement, tous les mois, tu vas payer moins cher, mais sauf que tu ne rembourses pas le capital comme c'est le cas en France. Donc, votre montant théorique auquel vous êtes exposé par rapport à votre transaction immobilière reste colossal. Ça peut être en 2 millions ou 4 millions si vous voulez. Mais ensuite, votre seul engagement, qu'au bout de, je sais pas, de 25 ans ou 30 ans, vous allez devoir revoir la banque et refinancer cette dette. Donc je simplifie énormément parce qu'il y a quand même certaines règles. Vous avez en Suisse, je pense que aux États-Unis c'est beaucoup plus libéral, on va dire entre guillemets, c'est qu'en Suisse vous êtes quand même obligé de déterminer un certain planning de remboursement du capital. Donc c'est pas un planning très restrictif, mais en tout cas vous devez systématiquement mettre quelque chose dans le capital de votre prêt, l'amortir au fur et à mesure. Et aussi, il y a une autre contrainte que vous devez avancer 20% à l'achat. Donc ça, c'est quand même aussi une restriction qui d'ailleurs, c'est la principale restriction au niveau d'achat de l'immobilier. En fait, tout le problème en Suisse pour acheter de l'immobilier, c'est justement se constituer cet apport de 20% et après, vous êtes quasiment certain de voir votre crédit et bon, évidemment, si votre salaire, votre situation, elle est stable. Voilà. En gros, je pense qu'en France, je peux très facilement imaginer qu'un jour, on va avancer vers cette solution parce que cette solution elle est un peu miracle. Aujourd'hui, la France reste très conservative sur ce marché immobilier et on continue à faire des prêts où vous êtes obligé de rembourser tous les mois le capital. Mais ça rend effectivement le système beaucoup moins flexible. À un moment donné, je pense que la France décidera que, allez, on va faire un peu comme tout le monde, comme les Anglo-Saxons, comme les Suisses. Et ça va faire exploser, ça va faire littéralement exploser les prix de l'immobilier parce que les gens vont vite se rendre compte que finalement ils vont devoir payer uniquement les taux d'intérêt et les taux d'intérêt vont rester bas. Et donc tout l'enjeu sera pour les États, pour les régulateurs, pour que les taux, il y a deux choses, les taux restent bas et les prix de l'immobilier ne s'écroulent pas pour qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent à rembourser des sommes qui sont supérieur à la valeur du marché de leur actif immobilier parce que sinon un nouveau prêt qui va rembourser le prêt précédent ne sera pas possible. Donc en gros il faudra suivre ces deux paramètres pour les régulateurs et le système financier pour que tout ce système reste à flot et reste équilibré. Et ça va créer un autre phénomène qu'il y aura de plus en plus de locataires. En Suisse, là, je crois qu'il y a plus de 50% des citoyens en Suisse sont des locataires. Donc je ne suis pas à 100% sûr de ces chiffres, mais ça doit être dans ces eaux-là. Justement parce que l'immobilier est inaccessible. Mais ça ne pose plus de problème parce que les gens, ils deviennent de plus en plus dans l'esprit. Bon, oui, mais bon, de toute façon, j'aimerais bien peut-être être un petit peu plus mobile. Aujourd'hui, j'habite à Genève, demain, je suis à Zurich. Après, je vais peut-être partir à la campagne. Je n'ai pas nécessairement besoin de prendre un énorme crédit. Et la propriété immobilière, ça devient un luxe, si vous voulez. Donc, par exemple, les propriétaires, par exemple, des appartements ou des maisons à Genève, c'est généralement les fonds d'investissement. Donc en gros, évidemment, ce sont des entités ou des personnes très riches qui possèdent de l'immobilier et qui les remettent en location. Et la plupart des citoyens, donc les classes moyennes suisses, ils restent locataires. Ils restent locataires en tout cas pendant très très longtemps. Vous voyez, donc je pense que ce système, il est très possible parce que déjà, il marche dans les autres pays. Et déjà, ce système, il est équilibré à condition que les taux restent bas et stables et que le marché immobilier ne baisse pas fortement. Vous voyez, donc je pense que c'est vers là on va aller en France. Un jour, la France va plus tenir avec ce système très conservatif des prêts immobiliers et les propriétaires vont devenir les petits richoux et probablement la prochaine génération, nos enfants, nos petits-enfants, et ne vont plus se permettre de devenir propriétaires. Là, je vois très très bien ce scénario comme un scénario possible pour l'avenir. Et en plus, si vous regardez, il y a la mentalité quand même aussi qui change pas mal avec la nouvelle économie, l'économie de partage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas acheter une voiture parce qu'ils peuvent la partager. Quand ils louent la maison de vacances, ils louent leur résidence principale ou ils sous-louent leur résidence principale avec l'accord de propriétaire. Ces pratiques deviennent de plus en plus populaires et donc ça coïncide en fait avec le changement de la mentalité, le changement dans la façon de consommer. Donc, et devenir locataire ou de rester locataire pendant toute sa vie ne sera pas quelque chose
quelque part mal vu comme c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quelque part en France, quand on dit que je suis propriétaire, ça vous donne un certain statut, genre que j'ai réussi un minimum, j'ai acheté une maison pour ma famille, donc du coup j'ai quelque part sécurisé mes arrières, si vous voulez. Mais je pense que cette mentalité, c'est psychologique, n'est-ce pas? Donc là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est plus psychologique parce qu'on peut très bien rester locataire et sécuriser, on va dire, financièrement votre famille. Mais ça, je pense que cette mentalité de locataire va être de plus en plus banalisée et donc du coup ça laissera les prix aller très loin parce que c'est là où il y aura deux critères qui seront déterminants, c'est le niveau de loyer et le niveau des taux pour ceux qui ont eu de la chance d'être propriétaires. Voilà, donc du coup je pense qu'après cette explication, vous voyez déjà mon avis, je pense qu'à très long terme, l'immobilier reste intéressant. Donc l'immobilier, très probablement, ça sera réservé aux riches, voire très riches dans 10, 15, 20 ans. Et probablement nos enfants, nos petits-enfants ne vont plus avoir cette possibilité de devenir propriétaires. Il y a une autre raison que je voudrais rajouter à la fin de cette vidéo. Quand on parle d'un actif financier, et l'immobilier c'est un actif financier, on cherche toujours un équivalent. Si ce n'est pas l'immobilier, c'est quoi? C'est quoi? C'est la bourse est le plus haut, c'est les obligations sont au plus haut parce que c'est un marché administré par les banques centrales. Donc pour moi, il n'y a pas spécialement d'une alternative d'investissement à long terme à l'immobilier. Donc l'immobilier aujourd'hui c'est un actif qui vous donne une certaine visibilité pour l'avenir et moi personnellement je ne vois pas des raisons objectives pour la baisse, pour la chute ou le dégonflement de la bulle. Certains trouvent que c'est une bulle immobilière que nous vivons aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo précédente. Et je ne vois pas d'alternative à l'immobilier. Vous voyez, donc il n'y a pas d'actif qui offre une visibilité aussi bonne que vous offre l'immobilier aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que votre perspective, est-ce que votre vision sur le marché immobilier est différente? N'oubliez pas, s'il vous plaît, mettre en like. Je vous rappelle toujours que pour moi, les likes, c'est le plus important pour déterminer si cette thématique vous intéresse. Probablement, la chaîne Mind de Cash va devenir en partie la chaîne immobilière également. À très bientôt, Mind de Cash. Bye bye.